Bonjour à toi, chers cyclistes. Aujourd'hui, capsule numéro 2. On répond à vos questions. Donc aujourd'hui, on a 6 questions. Je vous fais ça en rafale vite vite. Est-ce que je mets ou non mes semelles orthopédiques dans mes souliers? C'est quoi la meilleure position des genoux quand on pédale? Le rôle de la hanche et de la cheville dans le vélo et le bon choix de siège. Les pires croyances des cyclistes. Et comment la discipline du cycliste, TT, route ou gravel, influence le fit. Et finalement, dernière question. Est-ce que le positionnement sur un gravel bike doit être différent de celui sur un vélo de route? C'est parti! Donc, merci d'être avec nous tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, notre channel. Vous avez juste à activer les notifications et à vous abonner pour voir toutes les capsules. On a déjà plus d'une centaine de capsules vidéo de tournée. Vous nous envoyez beaucoup de questions, on apprécie. Alors, mettez vos questions pour nous donner des idées de capsules à tourner et ça nous fera plaisir de les prendre en note afin de mieux éduquer les cyclistes et les triathlètes. Donc, première question aujourd'hui. Est-ce que je mets ou non mes semelles orthopédiques dans mes chaussures de vélo? Donc, la question, c'est une question malheureusement que je n'ai pas de réponse claire à vous donner. D'emblée, là, je veux vous dire que il faut juste savoir à quoi on s'attend lorsqu'on met une semelle orthopédique dans un soulier. En général, les gens vont avoir des semelles orthopédiques pour leur vie de tous les jours quand ils sont debout, quand ils sont en mise en charge. Donc, quand le pied est au sol. Le vélo, il faut se rappeler que c'est un sport sans impact. Donc, un sport sans impact avec un haut volume de répétition. Donc, notre attente lorsqu'on met une semelle orthopédique dans un soulier de vélo, il faut juste avoir des attentes réalistes. Donc, on ne va pas nécessairement modifier la biomécanique du cycliste avec une semelle dans un soulier lorsqu'on n'est pas en mise en charge. C'est sûr que debout, le support d'arche au niveau des points de pression en dessous des métals, ça peut avoir une influence. Mais lorsqu'on arrive dans le vélo, c'est un sport sans impact, sans mise en charge au sol, donc avec un haut volume de répétition. La semelle, ce qu'elle peut nous aider à faire, c'est augmenter la surface de contact, mieux distribuer les points de pression en dessous du soulier, en dessous du pied. La seule chose, c'est que est-ce que je les mets ou non? Ben, ça dépend de chaque personne. À la clinique ici, quand on va recevoir des cyclistes, des triathlètes, on va souvent faire le test avec ou sans la semelle. Le problème avec la semelle, je vous dirais, s'il y a un gros problème avec la semelle, c'est que souvent, ça va prendre plus de volume dans l'espace du soulier. Puis en général, l'industrie a fait des souliers de plus en plus étroits. Donc, ça va nuire au confort du cycliste parce qu'il va rester moins de volume pour le pied. Puis quand le volume du pied va augmenter, quand le cycliste a chaud, quand il fait des longues sorties, ça va devenir un problème de ce côté-là. Donc, il faut juste garder ça en tête. Est-ce que je mets mes orthèses ou non? Ben, c'est vraiment une question de confort. Puis le but, c'est que ça améliore votre confort. Ça améliore comment vous vous sentez, comment vous êtes supporté dans votre semelle, dans votre soulier, en fait. Donc, une fois que ça c'est dit, ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que biomécaniquement, si on va avoir une influence sur le cycliste, c'est vraiment via son positionnement qu'on peut améliorer les choses. Donc, le positionnement de la selle, le positionnement du guidon, le positionnement des pieds, donc les 3 points d'appui, c'est vraiment ça qui va avoir une incidence sur la biomécanique du cycliste. Donc, les semelles ou non, je vous dirais tester avec ou sans. Faites attention, si la semelle prend beaucoup de volume, ça pourrait vous nuire. Ce serait ça ma première réponse à la première question sur 6 aujourd'hui. On enchaîne. Deuxième question. Quelle est la meilleure position des genoux en pédalant, s'il y en a une? La meilleure position des genoux en pédalant, s'il y en a une. S'il y en a une. S'il y en a une. Il n'y a pas une bonne position des genoux. Un peu comme dans la vie en général, il n'y a pas juste une manière de bien faire les choses. Donc, au niveau de la biomécanique du cycliste, il y a des cyclistes qui vont avoir tendance à sortir, si on le regarde dans le plan frontal, là, si votre cycliste est face à vous puis vous le voyez pédaler devant vous. Donc, si on regarde son genou dans le plan frontal, c'est pas tout le monde qui va avoir un knee tracking, donc le tracking du genou dans le plan frontal qui va vraiment être droit. C'est pas nécessairement un de nos objectifs. C'est sûr que si quelqu'un se présente à la clinique ici avec un motif de consultation de douleur au genou, on va investiguer en profondeur ce problème-là. Par contre, c'est pas d'emblée qu'on va vouloir absolument aligner son genou dans le plan frontal. Ce qu'on va s'assurer, c'est que par exemple la base de support soit de la bonne largeur par rapport à son bassin. On va vérifier aussi la mobilité au niveau de la hanche. Une des raisons principales pourquoi les cyclistes sortent le genou, c'est qu'il manque de flexion de la hanche. Fait qu'étant donné qu'ils ne sont pas très mobiles, ils vont devoir sortir la hanche quand ils vont passer la manivelle à midi, là, la manivelle en haut. Donc la position idéale du genou dépend de chaque cycliste. Si vous êtes capable de faire tout votre volume de vélo sans douleur, que vous n'êtes pas blessé, votre technique
est parfaite. Vous êtes capable de faire toutes vos tâches, vous êtes fonctionnel, vous êtes confortable, donc c'est parfait, restez comme ça. Le monde du vélo, c'est rempli de pseudo-sciences, c'est rempli de mythes. Puis ces mythes-là, pour les cyclistes qui ont moins d'expérience, qui sont moins confiants de ce qu'ils font, ben ça va nuire à leur progression parce qu'ils vont sans doute prendre ça comme étant une vérité absolue, puis ils vont essayer de modifier leur technique de pédalage. Souvent, les gens vont avoir plus de chances de se blesser lorsqu'on leur dit qu'il faut absolument qu'ils pointent ou non les orteils, par exemple, en vélo, ou qu'ils doivent absolument rentrer les genoux. Fait qu'essayez de vous retenir d'avoir une solution clé en main pour un cycliste, parce que tous les cyclistes sont différents et il n'y a pas une seule position du genou qui est idéale lorsqu'on est un cycliste. Question 3. Question numéro 3. Le rôle des hanches, des genoux, des chevilles sur le vélo et le bon choix de siège. La question numéro 3, là, il y a 4 questions là-dedans. C'est bien correct. Donc, le rôle des hanches. Bon, on en a un peu parlé avec la dernière question. Le rôle des hanches pour un cycliste, c'est d'être mobile. Encore plus si notre cycliste fait du triathlon, puis que sa position de flexion à la hanche est encore plus augmentée parce qu'il est en triathlon. Donc, si on n'est pas très mobile de la hanche, ça peut vraiment être un facteur limitant. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on soit les cyclistes, les athlètes, les triathlètes amateurs en clinique, il faut vraiment évaluer leur mobilité de la hanche parce que c'est vraiment notre facteur limitant souvent dans le positionnement plus agressif chez un cycliste. Ensuite, l'utilisation du genou. Bon, ben genou, flexion. On a besoin de flexion. Donc, en général, les gens assis d'amplitude au genou. Et la cheville, c'est intéressant parce que souvent, on va avoir des cyclistes qui vont pointer le pied. Il y a des cyclistes qui vont baisser le talon. Il n'y a pas une seule bonne manière d'utiliser sa cheville en vélo. Il y a différentes manières de faire du vélo. Je vous dirais qu'en général, la biomécanique de la cheville ressemble un peu à la marche, si on veut. Donc, il va avoir un peu de flexion dorsale, peut-être à peu près 10 degrés de flexion dorsale, puis il va avoir entre 20, 30, des fois 40 degrés de flexion plantaire, où est-ce que le cycliste va pointer son pied. Une chose importante, des fois, beaucoup de flexion plantaire dans le cycle de pédalage, c'est un indice que la selle est trop haute. Fait que le cycliste, dans le fond, il est haut perché sur sa selle, puis il va avoir besoin de pointer le pied pour aller chercher le 6 heures. Dans le fond, le bas de son cycle de pédalage. Ça, c'est un problème, en fait, qu'on voit fréquemment. Les gens pointent beaucoup le pied, puis c'est une conséquence, finalement, d'une selle trop haute. Puis, c'est sûr que si on a besoin de pointer beaucoup en flexion plantaire, ben notre poussée n'est pas maximisée dans le cycle de pédalage parce qu'on est vraiment sur la pointe des orteils. C'est ça pour l'utilisation de la cheville. Le choix d'un bon siège, rapidement, je vous référerai à nos capsules vidéo par rapport à ça. Puis, je vous dirais simplement pour commencer qu'il faut toujours, idéalement, avant de commencer un processus de sélection de selle, de faire la mesure de la largeur des tubérosités sciatiques pour améliorer notre chance de succès dans la quête de la selle parfaite. Donc, il faut aussi avoir des attentes réalistes. Là, les selles, je pense que d'avoir des attentes réalistes, en général, lorsqu'on va débuter notre pratique de vélo de route ou même qu'on va débuter la pratique du triathlon, c'est pas facile au début. Ça demande un temps d'adaptation. Le corps humain n'a pas été fait pour faire du vélo. Donc, il faut se laisser la chance de s'adapter. Il faut avoir un appui osseux qui est en dessous de la selle et non les tissus mous. Autant chez l'homme que chez la femme. Donc, je vous dirais, pour les cyclistes qui sont débutants, laissez-vous un temps d'adaptation. On ne devrait jamais être blessé sur une selle, par contre. On ne devrait jamais avoir de plaies. Ça ne devrait pas être un facteur limitant dans notre pratique du vélo, les inconforts à la selle. Sinon, allez consulter. Puis, il faudra sans doute changer quelque chose. Donc, le choix de selle, c'est le choix d'un siège de vélo, c'est un challenge pour la plupart des cyclistes. Puis une fois que vous avez trouvé un peu chaussure à votre pied, selle à vos fesses, vous allez voir que vous allez être heureux. Mais il faut sans doute suivre une certaine démarche, puis malheureusement, si on ne prend pas la mesure des tubérosités sciatiques, puis qu'on fait juste essai-erreur, ça se peut qu'on dépense beaucoup d'argent, puis qu'on arrive... Ça va être vraiment long avant qu'on arrive à une solution si on ne prend pas de mesure objective par rapport à ça. Dans la plupart des boutiques de vélo, ils vont avoir un mesure-fesse qu'on appelle. Donc, demandez-le, essayez de l'utiliser pour au moins vous faire prescrire la bonne largeur de selle puis de faire des tests. C'est vraiment la moindre des choses. Vous allez passer beaucoup de temps assis là-dessus. Profitez-en. Donc, question 4 sur 6. Question 4. Les pires croyances des cyclistes. Par où commencer? Donc, les pires croyances chez les cyclistes, je vous dirais,
je vous dirais que la pire croyance chez les cyclistes, si j'en avais une à nommer, c'est vraiment la tendance à penser qu'il y a une seule bonne manière de pédaler, puis qu'il y a une seule manière d'être positionné. Fait que le problème avec les mythes puis les croyances des cyclistes, c'est souvent de penser qu'il y a une seule bonne manière de faire les choses. Puis ça, ben, ça fait qu'on n'est pas à l'écoute des besoins de chacun des cyclistes, qu'on les prend pas en fonction de leur expérience, qui sont débutants, intermédiaires, 10, 15 ans d'expérience. Ces gens-là n'ont pas les mêmes besoins. Ces gens-là sont habitués d'être assis sur une selle, puis les gens qui ont 10-15 ans d'expérience ne viendront pas à la clinique en nous parlant de douleurs aux fesses parce que tu ne ferais pas 10-15 ans de vélo avec des douleurs aux fesses. Fait que tout le monde a des besoins différents. Il n'y a pas une seule manière de les positionner. Le vélo, c'est un sport auquel le corps humain doit s'adapter. Notre corps n'a pas été fait pour ça. Donc, la position avec les 3 points d'appui, les pieds, les fesses puis les mains, c'est vraiment une position à laquelle le corps humain va s'adapter, puis au fil des saisons, au fil des années, le cycliste va prendre de l'expérience, puis va être capable de progresser son positionnement vers quelque chose de plus agressif, vers un vélo de triathlon, va être capable de changer certaines choses dans son positionnement, s'il gagne de la force musculaire, s'il gagne de la stabilisation du tronc. Donc, le gros problème des croyances cyclistes, c'est de penser qu'il y a une seule bonne manière de faire les choses. Le positionnement, c'est quelque chose qui est dynamique dans le temps, c'est quelque chose qui va changer en fonction de l'expérience, en fonction de la fonction aussi. Est-ce que je fais du triathlon? Est-ce que je fais du vélo de route? Est-ce que je fais du commuting? Est-ce que je fais du cyclotourisme? Est-ce que je fais du gravel bike? Bien, c'est pas les mêmes positionnements. Même si tu es un cycliste passionné qui a 5 vélos, ben c'est pas 5 fois le même positionnement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis pas fâché, là. Je voulais juste vous le dire. Donc, ça, c'était la question 4 sur 6. Prochaine question. Comment est-ce que la discipline de vélo influence le positionnement? Ben, on vient d'en parler. Le positionnement du cycliste va être dépendant de ce qu'il fait avec son vélo. Est-ce que le cycliste, il fait vélo-boulot? Est-ce que le cycliste fait les mardis à la Chine? Est-ce qu'il s'est inscrit au demi-Ironman ou au full Ironman de Mont-Tremblant? C'est 3 choses qui vont nécessiter premièrement un vélo assez différent. C'est 3 choses qui vont demander un positionnement, puis une analyse des besoins différentes aussi. Si on prend par exemple, je vais y aller avec des exemples, peut-être que c'est la meilleure manière de vous l'expliquer puis de vous le démontrer pour que ce soit intéressant. Si on prend un vélo de triathlon, ben, premièrement, le cycliste va être idéalement, il va être en position plus agressive, plus aérodynamique sur son vélo. Après ça, ça va nécessiter quoi? On va avoir besoin d'une bonne mobilité de la hanche, on va avoir besoin de passer du temps sur son vélo de triathlon cet hiver pour s'adapter à cette position-là. Il va avoir besoin d'apprendre à piloter son vélo parce que quand on est sur nos coudes, sur les pads, puis qu'on doit piloter le vélo, c'est pas la même chose que d'avoir un flat bar sur un vélo de montagne ou sur un commuter. Donc ça, c'est des choses qui vont influencer le positionnement. Ensuite, si on a par exemple un vélo de route au mardi cycliste, bon, ben, la personne a fait 1 heure de course dans la planche, bien à côté dans le tape. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne elle va pouvoir tolérer un positionnement beaucoup plus agressif parce qu'elle va seulement l'utiliser pendant 1 heure. C'est pas rare que les cyclistes qu'on reçoit en clinique qui font des compétitions comme ça, on va leur recommander d'avoir un positionnement pour faire leurs 10, 15, 20 000 kilos par année, un positionnement un peu moins agressif. Puis le jour de la course, ils peuvent y aller un peu plus agressif. Parce que la fonction, finalement, c'est de pouvoir faire tout ton volume d'entraînement sur ton vélo sans te blesser. Puis le jour de la course, si tu veux être un peu plus agressif puis tolérer ce positionnement-là pendant 1 heure, il n'y en a pas de problème. Tu peux faire ça comme ça. Si on prend maintenant l'exemple, par exemple, d'un gravel bike, ben, la personne qui a un vélo de route et un gravel bike, c'est pas le même positionnement. Là, je fais un peu référence tout de suite à la question 6, en fait. Comme je vous l'ai dit, là, c'est à peu près la 3e fois que je tourne ma capsule parce que j'ai eu un problème de micro, mais là, je sais que le son est excellent. Donc, la dernière question, la question 6 sur 6, est-ce que le positionnement sur un gravel bike doit être différent de celui sur un vélo de route? Donc, pour terminer les exemples de la question 5, la manière la plus simple de le voir, là, c'est que le positionnement suit la fonction. Donc, le fit suit la fonction. Si j'ai un vélo de route, par exemple, moi, j'ai quelques vélos, puis ils ont tous des positionnements différents parce qu'ils ont toutes des fonctions différentes. Donc, si j'ai un vélo de route sur lequel je suis confortable pour rouler sur le bitume, sur le circuit Gilles Villeneuve,
mon vélo de cyclocross ou de gravel bike n'a pas le même positionnement. Pourquoi? Parce que dans le cyclocross ou dans le gravel bike, on va vouloir faire du franchissement d'obstacles. Donc, il va y avoir des choses par terre, des branches, des roches, et on va vouloir être un peu plus, avoir un centre de masse plus vers la roue arrière, parce qu'on va vouloir franchir les obstacles. Donc, c'est certain que le positionnement, le recul de selle, par exemple, ne sera pas le même. Le reach peut rester peut-être sensiblement le même, mais le cycliste va se déplacer son poids vers la roue arrière pour faire un meilleur franchissement d'obstacles. Pas mal ça pour le gravel bike. Donc, il faut juste se rappeler que ce qui va moins changer, je vous dirais, c'est qu'on fait le positionnement de la hauteur de selle, par exemple, l'élément le plus important, en fonction de l'angle au genou, donc l'angle résiduel au genou. Donc, dans tous vos vélos, la longueur de vos jambes ne changera pas beaucoup. Ça veut dire que votre intervalle de hauteur de selle va rester toujours à l'intérieur de 1 ou 2 cm, dépendant, par exemple, quel type de chaussures vous utilisez, quelle pédale vous utilisez, est-ce que vous utilisez des bottes d'hiver sur votre fat bike. Tout ça a quand même une certaine marge de manœuvre. Donc, le positionnement suit la fonction. Si vous avez plusieurs vélos à usage différent, bien, ce ne sera pas le même positionnement. C'est des positionnements qui peuvent être dynamiques dans le temps. Si vous êtes en ville, bien, vous allez préférer avoir un reach, une portée un peu plus courte pour avoir un anglotron qui vous permet de regarder et d'être sécuritaire en ville. Vous n'allez pas aller en ville faire du triathlon sur la rue Saint-Denis ou sur la rue Saint-Laurent. Tu peux, mais je ne te recommande pas. Donc, c'est réussi. Le micro a marché tout le long. Vous êtes satisfait du son? N'oubliez pas de t'abonner à notre page YouTube. On a plein de vidéos, des centaines, des tonnes de copies. On a des vidéos ici. En fait, moi, je te laisse tes commentaires ici, s'il vous plaît. Et si tu as d'autres questions, tu les mets en bas. Ils vont faire partie de la prochaine capsule. On a un compte Instagram sur lequel on fait des stories puis qu'on se prend pas au sérieux. Donc, si tu as le goût de voir notre petit côté foufou, tu peux aller voir ça sur Instagram. Et sur Facebook, ben, on poste tout le reste. Puis, si tu veux prendre rendez-vous, physiovélo.com si tu as la chance d'être dans la belle région de Longueuil. On est au 2455 rue Saint-Georges à Ville-le-Moine. Super accessible. Puis, pas mal ça. Merci d'avoir été là. J'attends vos questions. À bientôt!